Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation. C'est de nouveau Les Grognards. Je suis Fabrice, je suis déjà intervenu sur quelques vidéos. Aujourd'hui, je suis accompagné de tout plein de monde. On a Cédric, Denis, François, Fred, Laurent et Olivier. Ils vont pouvoir participer à cette présentation. Alors, on est sur un schéma un tout petit peu particulier. On est dans le cadre de notre prochaine journée qui va se dérouler le 11 décembre 2021. On va préciser la date au cas où vous regarderiez ça dans le futur. Et lors de cette journée, on va tous jouer à Frostgrave en V2 et on a un certain nombre de joueurs qui n'ont soit jamais joué à Frostgrave, soit pas encore joué à la V2. Et le but de cet échange-là, c'est d'une part d'aborder les règles de Frostgrave, d'autre part des nouveaux points de règles de la V2. Donc voilà, on est entre nous et on va pouvoir échanger. Est-ce que les gars, vous êtes avec moi et est-ce que vous pouvez faire un petit coucou? Coucou! Ah, c'est bien. Coucou à Coucou, Ouais, tous. c'est cool. Salut, salut. Et alors, on est salut. parti. On est parti donc. Je précise que on ne retrouvera pas toutes les règles du bouquin. On n'est pas là pour ça. Je vais pas tout détailler, hein. L'objectif, c'est pas de spoiler tout ce qu'il y a dans le bouquin. C'est vraiment d'aborder les grandes règles qui permettent justement, à la fin de cette vidéo, d'une part de construire sa bande, de voir un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre les mages et de voir les grands fonctionnements, les grands moments clés qu'il peut y avoir dans le jeu. Alors, on y va. On commence par les figues. Dans Frostgrave, vous avez des figues officielles, mais vous pouvez aussi jouer avec quelques figurines qui vous sont propres et qui vous sont chères. De fait, n'importe quelle figurine feront l'affaire sous deux conditions. Alors, ce n'est pas des conditions qui sont dans les règles, mais c'est des conditions que je conseille, ou du moins des choix que je conseille. La condition qui est obligatoire par contre, c'est il faut respecter le soclage, c'est noté dans les règles, il faut que votre figurine soit sur un socle compris entre 25 et 32 mm. Donc si vous avez des choses soclées en 30, ça marche nickel. En revanche, petit conseil que je donne, il faut que la figurine elle soit reconnaissable vis-à-vis de son archétype. Typiquement, on va aborder des archétypes du type arbalétrier, archer, etc. C'est quand même mieux quand la figurine elle a une arbalète ou elle a un arc. Parce que pour les reconnaître, c'est quand même beaucoup plus facile. On a... Oui, je suis d'accord. voilà. Donc ça c'est clair, vous pouvez jouer avec n'importe quoi tant que le soclage est bon et que ça représente à peu près ce à quoi c'est destiné. Et la forme du soclage? Aparté, ouais, et pourquoi 25-32 sur le soclage, hein? Parce que dans les règles, je vois pas de choses particulières vis-à-vis de ça. Ah si si c'est précisé François. Ouais, On ah avait d'accord. vérifié justement avec Cédric semaine dernière je Et, en- crois. C'est Hmm. effectivement 25-32. et la Alors Ok. forme carrée, ça pose un problème ou pas? idéalement rond, mais Ouais. carré après ça c'est de l'entente joueur. Frostgrave, hein, on est sur un jeu qui est Mhm. cool, c'est de l'entente entre joueurs. C'est pas, on est sur un jeu d'escarmouche, on n'est pas là pour, c'est pas du jeu qui est prévu pour, enfin on peut faire du tournoi, mais c'est pas là l'essence même du jeu quoi. Ok. Vous allez rencontrer quatre grands types de personnages ou quatre grands types de, oui, quatre grands types de personnages. Vous allez avoir le mage sur lequel vous allez avoir un choix puisque le mage fait partie d'une école de magie, c'est assez logique, et vous allez avoir à votre disposition plusieurs écoles de magie. On y reviendra. Vous allez avoir l'apprenti, qui, comme son nom l'indique, est l'apprenti du mage. Donc, il va faire la même chose que le mage, mais avec un malus. Il est en train d'apprendre, donc il va faire des choses un peu moins bien ou de manière un petit peu plus difficile. Les soldats, et c'est là où justement on va retrouver différents archétypes, un voleur, on va retrouver un brigand, un archer, un arbalétrier, etc. C'est eux qui vont constituer le gros de votre bande. Et puis ensuite, on va avoir les créatures incontrôlées. Donc ça, c'est souvent lié au scénario. C'est expliqué, pas besoin de paniquer sur le sujet. On va vous dire, voilà, à tel moment, il va y avoir un squelette qui va apparaître, à tel moment, il y a un zombie ou un démon qui va apparaître. Donc c'est aussi un jeu où il faut prévoir un petit bestiaire à côté. Il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de figurines, mais quelques squelettes, quelques zombies
ça fait toujours l'affaire et c'est bien utile. Est-ce que vous avez Et des par rapport, questions, les copains, là-dessus? ouais, par rapport, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ah ouais. Par rapport à ce que tu dis, justement, l'auteur précise bien qu'il est recommandé de se faire ses propres tables de rencontre en fonction des figurines qu'on a. Oui, oui, typiquement. Euh, Après, encore une fois, ça c'est de l'entente entre joueurs. Si jamais on estime, enfin, je sais pas, si dans ce que tu as dans tes tiroirs, bah t'as pas de squelette, mais t'as plutôt des zombies, et ben voilà, tu vas sortir ces figurines-là, quoi. C'est ça, ouais. Voilà. Après, ce qui va être important, c'est de respecter les caractéristiques des créatures que vous allez rencontrer. Ça aussi, elles sont définies dans le bouquin, mais voilà, si voilà, c'est d'un commun accord. C'est souvent comme les décors ou quand on est caché derrière des murs, etc. Où tu dis bon ben, est-ce que ça, du coup, c'est un couvert lourd ou c'est un couvert léger, tu vois. Avant de commencer la partie, tu vas avoir cette entente là, quoi. Tu vas avoir cette entente là. Alors, on a vu les figurines. En termes de mise en place et de déploiement, ce que je vous présente ici, c'est un déploiement tout à fait classique. Bien souvent, on aura un déploiement qui est défini dans le scénario. Dans tous les cas, en termes d'ordre, il y a un choix de scénario qui est à faire, soit en lancement de dés, hein, c'est le plus simple, et dans cette V2, on a 10 scénarios supplémentaires. Donc on a vraiment un gros choix. Petit conseil d'ailleurs, commencez les scénarios au début. Je ne vais pas dire je vais pas dire que ça va crescendo en termes de difficulté, mais un peu quand même. Donc faites-vous la main sur les premiers scénarios avant de commencer ceux de la deuxième tranche. Donc on a une mise en place. Ensuite, on met en place effectivement des décors et des trésors parce que tout le but de Force Grave, je fais un bisou à ma fille, bonne nuit ma fille. Bonne nuit les Salut à gens. Maître Go qui vient de rentrer. Ah ben voilà, ok c'est cool, bienvenue Maître Go. Désolé, je l'ai complètement zappé. Pas de souci, on est en enregistrement, on est en direct, bienvenue, ça nous fait bien plaisir. Donc, Sinon, j'ai une petite nouvelle. Ils ont de nouveau le livre de règles et ok, Philibert. c'est cool, c'est cool. Euh, donc oui, dans Frostgrave, on va se déplacer dans une ville et on va avoir des trésors à aller chercher. Principalement ou très souvent 5 trésors avec une petite nouveauté. Souvent le trésor central, il se passe des choses un peu particulières avec lui. Donc ça c'est pareil, c'est défini dans les différents scénarios. On est sur un jeu où les lignes de vue sont des lignes de vue réelles. Donc il faut faire super gaffe au couloir. Donc typiquement, des choses comme on a ici, là, ça, on va éviter de faire des grands couloirs parce que la ligne de vue maximum c'est 24 pouces et comme on va jouer, alors notamment pour notre journée du 11, on va jouer sur du 35 pouces ou quelque chose qui se rapproche de 90 cm, quand on a 24 pouces de ligne de vue, on est vite à portée. Donc attention Briser à les ça. lignes de vue. Ouais, briser les lignes de vue, n'hésitez pas à mettre du décor. Une fois qu'on a mis ça en place, chacun va lancer son dé de 20. Et oui, c'est un jeu qui se joue au dé de 20, et pour moi qui suis rôliste, c'est top. Le gagnant choisit son bord de table. Voilà. Et effectivement, il y a presque toujours une particularité concernant le trésor central. Le déploiement classique, c'est celui que j'ai défini ici, c'est-à-dire qu'on a 3 pouces devant nous et on doit laisser 6 pouces de part et d'autre pour déployer sa bande. Donc voilà. Fabrice, peut-être Oui, peut-être qu'on pourrait expliquer l'intérêt des trésors que l'on place, oui, notamment dans des campagnes ou avancées de jeu, pour bien comprendre le tout principe à de ces fait. trésors. Tout à fait. Alors, les trésors, au-delà de définir qui va gagner ou perdre la partie, tout le sens de Frostgrave, c'est sur du multiparty, puisqu'il y a un gros cœur du jeu qui se situe en mode campagne. C'est-à-dire que les trésors, à l'intérieur, vous allez retrouver des objets, des potions, des parchemins, des armes, des armures, etc., qui vont justement vous aider pour les scénarios suivants. Et vous allez également gagner de l'expérience. Et ça va faire évoluer votre mage et votre apprenti. Donc ça, c'est un gros morceau du jeu. C'est que, ok, on va chercher des trésors, mais on ne cherche pas des trésors pour chercher des trésors. On cherche des trésors parce qu'ils vont venir améliorer notre bande, ils vont venir améliorer même notre repère, puisqu'on a un repère.
et se constituer justement un vrai trésor, une vraie prise de guerre pour pouvoir être encore plus fort sur les parties suivantes. Merci de cette précision, François, tu fais bien. Du coup, on va s'attacher maintenant au mage. Première chose, puisque c'est un petit peu le personnage central du jeu. Le mage, son école est sa liste. Donc, on a à notre disposition aujourd'hui 8 mages, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pardon. On a 10 écoles de magie. Le mage fait forcément partie d'une école, et c'est ce que j'ai détaillé ici, donc chronomancien, cryptomancien, etc. Ça, c'est son école. Dans sa liste, il a le droit de prendre un certain nombre de sorts, notamment, il peut prendre 3 sorts de son école. Donc typiquement, si je fais un chronomancien ici, je vais choisir 3 sorts de chronomancien, je vais choisir un sort de chacune des écoles alignées. Donc là, en l'occurrence, je vous les ai mis en vert. Donc typiquement, si je fais chronomancien, je vais devoir prendre un sort chez les devins, un sort chez les élémentalistes et un sort chez les nécromants. Donc ça, un de chaque. Et enfin, je prends 2 sorts au choix dans les écoles neutres. Donc ce qu'on a en jaune. Et là, pour le coup, on a le choix. Donc il y a une vraie stratégie à mettre en place en fonction du jeu que l'on veut faire. Maintenant, c'est bien beau de choisir ça. On a vu que, ok, il y a l'école dans laquelle appartient le mage, mais il y a des écoles qui sont alignées, neutres, voire opposées carrément le rouge, mais au début, quand on débute le jeu, on n'a pas le droit d'aller carrément dans les écoles opposées. C'est ce qui change sur la V1. Voilà, on n'a pas le droit effectivement au tout début d'aller prendre là-dessus, puis de toute façon ça coûterait vraiment trop cher. Puisque, à titre d'information, vous allez avoir un malus quand vous allez utiliser les sorts qui ne sont pas justement de votre école. Je suis allé un cran trop loin. Si je prends un sort de mon école, déjà pas de souci. J'ai pas de malus pour le lancer, on verra après les notions de difficulté, etc. Dès l'instant que je sors de mon école, j'ai un malus. Si je suis sur une école alignée, j'ai un malus de plus 2. Si je suis sur une école neutre, j'ai un malus de plus 4. Comment est-ce que ça se traduit? Admettons que je regarde un petit peu mes sorts, et je me dis, voilà, je fais chronomancien, je prends le sort effondrement. Le sort effondrement, niveau de difficulté 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lance mon dé de 20, et si je fais 10, c'est cool, le sort il passe. Si je fais au-dessus, c'est encore mieux. Si je fais en dessous, on verra qu'il peut se passer des ennuis. Et oui, parce que il peut se passer des ennuis quand on joue avec la magie. Donc du coup, là, effondrement, c'est de mon école, c'est du chronomancien, ça me coûte 10. Je complète ma main, et puis j'ai choisi un autre sort qui s'appelle suggestion, sauf que suggestion, c'est un sort chez les devins. Donc on a vu que les devins, c'est du vert, donc c'est du aligné, donc c'est plus 2, ce qui veut dire que pour lancer ce sort, je ne vais pas devoir faire 12, mais je vais devoir faire 14 au dé. Là déjà, sur un dé de 20, ça commence à piquer un petit peu. Et puis, je continue, puisque on me propose de prendre aussi 2 sorts dans les écoles neutres. En neutre, j'ai le choix, mais j'ai notamment thaumaturge. Et je me dis, tiens, je vais prendre lumière aveuglante, ça me paraît bien dans mes méthodes. De base, ce sort il est de 8, vous l'aurez compris, on rajoute 4, donc ça veut dire que pour réussir ce sort-là, il faut faire 12. Donc il va falloir être un petit peu malin dans le choix de ces sorts, et aussi dans ce qu'ils font, et dans le degré de difficulté qu'on va devoir faire face. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant que j'aille un petit peu plus loin? Non, pas de question, mais c'est très rigolo les sorts. Faut bien regarder, il y a des choses qui sont super sympas. Oui. C'est bien, ouais. Oui, parce que on le verra quand on abordera justement toutes les typologies de magiciens, mais vous en avez forcément qui sont plus dans l'attaque, vous en avez qui sont plus dans le support, vous avez des sorts qui se lancent avant la partie pour préparer votre partie. Vous avez vous avez vraiment tous les types de jeux, et donc du coup le fait d'aller rechercher des sorts complémentaires dans les autres listes, ça peut justement venir bien compléter votre main. Alors, je vous propose maintenant de voir ce que ça donne sur un livre de sorts complet. On imagine, encore une fois, que je fais chronomancien.
je fais chronomancien. Alors au total, vous l'aurez compris, je reviens juste un cran en arrière. Au total, dans le jeu, on a 8 sorts. Donc 3 de son école, 3 des écoles alignées et 2 des écoles neutres. 8 sorts au total. Voyons ce que ça donne. On imagine que je fais chronomancien, je me dis, je prends pied agile, pétrifier, ralentir. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer tous les sorts, etc. Ça, c'est expliqué dans les bouquins, dans le bouquin, mais voilà, c'est au moins de vous donner des éléments. Je suis chronomancien, je choisis ces 3 sorts-là. Ces 3 sorts-là, ils sont de mon école, donc si je les lance, ben voilà, les degrés de difficulté, 8, 10, 10. Ça va. On m'a dit qu'il fallait que je prenne 3 sorts dans mes écoles alignées, si je dis pas de bêtises. Donc chez les devins élémentalistes, j'ai fait une faute d'orthographe, élémentaliste et nécromant. Je choisis l'œil du mage, l'éclair élémentaire et le tréhousseux. Et en neutre, illusionniste et invocateur, je me dis je prends luminescence et déchirure. On a ici les valeurs de base de ces sorts-là. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des malus qui se posaient là-dessus. Donc j'ai du plus 2 sur ce qui est aligné et j'ai du plus 4 sur ce qui est neutre, ce qui fait que voilà la liste de mon mage. Donc du coup, j'ai un petit sort à 8, pied agile, c'est quelque chose qui va améliorer le déplacement de certaines figurines, sur toute la partie d'ailleurs. Et donc du coup, je m'aperçois que j'ai quand même un sort là qui est déchirure astrale. Certes, ça fait pas mal de dégâts quand on regarde le truc, mais c'est quand même, il faut quand même réussir à faire un 16 sur un dé de 20. On a avec nous, et pour compléter notre équipe, on a un apprenti. Donc l'apprenti, lui, il va suivre son maître, il va suivre le mage, il travaille avec lui et il apprend de son école. Sauf que l'apprenti, comme lui, il est encore en train d'étudier, il a un malus également. Et son malus, il est de plus 2 par rapport au mage. Ce qui veut dire qu'il va écoper des sorts de son maître, toujours la chronomancie, mais avec un plus 2. Donc on arrive sur du 10, 12, 12. Et puis du coup, vous me voyez venir, si j'affiche le reste, eh bien c'est plus 2 sur tout le reste. Et donc là, du coup, si l'apprenti lance déchirure astrale, il faut faire 18 au dé. Donc attention au choix et attention à ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que si jamais l'apprenti lance déchirure astrale et qu'il fait 18 au dé, c'est cool, ou plus, c'est cool. Si en revanche il fait moins, il se passe des choses. Et là, on a une table d'échecs des sorts. Et ça, c'est la différence entre la valeur de votre lancement de dé et le résultat du dé. Donc si l'apprenti, il veut lancer déchirure astrale, c'est 18, mais qu'au final, au dé, il fait 1. Échec critique. Différence entre les deux, 17 points. 17 points, il est ici, il se prend 2 dommages. Voilà. Donc, 2 dommages, c'est points de vie. c'est 2 points de vie, et c'est 2 points de vie directs, et on n'a pas tant de points de vie que ça, on le verra plus tard. Donc ça peut vite faire très mal. D'une part, le sort ne part pas, ça déjà, ça fait un peu brère, pour rester poli. Mais en plus, je vais me prendre, moi, des dégâts. Donc attention, et oui, dans certains cas, on peut avoir plus de 20 d'écart. Vous avez aussi la possibilité de booster vos sorts. Admettons, l'apprenti, il lance le sort, et puis au lieu de faire 18, il va faire 16. Donc là, pareil, ça fait un peu brère, pour pas dire autrement. Et donc du coup, il lui manque 2. Bien en fait, il peut prendre 2 points de vie pour les transformer et aller booster effectivement pour arriver à ses 18. Donc ça, c'est faisable aussi, mais attention, on tape tout de suite dans les points de vie. Et puis, les points de vie, il y a très peu de sorts dans le jeu qui permettent de remonter les points de vie. Donc attention à ça. Donc, Moi, j'ai une question. oui, vas-y Fred. Je sais plus, Fab. L'apprenti est obligé de prendre les mêmes sorts que le mage? Oui, il a exactement la même liste. Les mêmes? D'accord. Il a la même liste, mais avec un malus de plus 2. Ok. Tu veux dire, généralement, ton apprenti, tu vas surtout te tâcher à garder les sorts de son maître au niveau de son école de magie pour avoir espoir de les passer, quoi. À la base. Après,
peut tenter ce qu'on veut. Hein. Voilà, après on Comme peut le tenter disait ce qu'on Fab sur veut. les exemples, hein, on peut tenter ce qu'on veut, quoi. Il y a des cas Mais bon, désespérés où tu vas dire tant pis, ouais, allez, il faut que je lance un ouais, éclair élémentaire parce que sinon ça va être méchant. Et puis bah tant pis, quoi, hein, tu vas y aller, quoi, hein. Tu vas y aller. yalla. Voilà, Il y a des parties où ton apprenti il sert beaucoup plus que ton magicien aussi. exactement. Exactement. Donc ça aussi, et puis même en fonction du scénario, il y a même il y a une règle maison du studio Tomahawk, hein, donc de l'éditeur, euh, où si jamais l'apprenti ou le magicien meurt, en gros, l'équipe, c'est fini, vous terminez pas la partie, en fait, t'as perdu quoi. Donc faut faire attention, faut faire attention. Donc voilà pour la partie comment est-ce que je peux construire une liste et voilà surtout les malus et la gestion des sorts en fonction de c'est mon école, c'est pas mon école. On va faire maintenant une petite présentation de chacun des magiciens qui sont à notre disposition. Dans un premier temps, le chronomancien. Je vous ai remis l'ensemble des sorts de son école. Donc voilà, acte rapide, boucle temporelle, décomposition, effondrement, pétrifié, pierre rapide, ralentir, réserve temporelle. On est effectivement dans de la chronomancie, j'interviens sur le temps, je vais faire aller les gens plus vite, je vais les pétrifier, donc je vais les ralentir, je peux effondrer des murs, enfin bref, je travaille sur le vieillissement, etc. Donc je travaille sur tout ce qui est du temps. En termes de fonctionnement, sur chaque mage, je vous ai mis un petit peu le type de mage que c'est et son mode de lancement. Donc là, on est plutôt sur un mage qui va être ce qu'on appelle dans notre jargon du debuff, c'est-à-dire qu'en fait, il va envoyer des malus. Plutôt de l'utilitaire, on le voit sur la partie notamment effondrement, sur la partie réserve temporelle, etc. Et puis il a un petit peu de buff, toujours dans notre jargon, ça c'est des bonus qu'il va pouvoir lancer sur ses copains. Et qu'est-ce qu'il a comme mode? Là on va retrouver s'il est plutôt à distance ou s'il est plutôt sur lui-même ou s'il doit toucher sa cible. Donc il est principalement à distance et c'est plutôt, voilà, on est sur un mage qui est plutôt dans du support et de l'utilitaire. J'ai pas remis encore une fois tout le détail des sorts, ça c'est propre au livre. J'avance ou vous avez des questions sur lui? Ah non, Bah, moi c'est le meilleur pour moi. Moi c'est ça que j'ai choisi. Hein. J'aime bien aussi le chronomancien, c'est vrai. Ah, mais j'ai Alors, joué en V1 et là la V2, je suis dessus aussi. Hein. ouais, la V2, en fait, vous avez des choses qui sont vraiment très sympas. La boucle temporelle et la réserve temporelle, C'est pété. c'est assez énorme, hein. Il va pouvoir, il va pouvoir à un moment donné faire 3 actions dans son tour. Enfin bref, il va pouvoir faire des choses vraiment, vraiment sympathiques. Effondrement, c'est de l'effondrement de décor, hein. Ça intervient, vous avez quelqu'un qui est sur un pont, vous pouvez faire effondrer le pont, la personne tombe, etc., quoi. Donc il y a une vraie incidence sur les personnages et sur le décor avec ce mage-là. Du coup, ce serait dommage qu'on joue tous chronomancien quand même. Oui, mais on ne s'est pas Ben, concerté, on verra bien ce qu'on aura. Parti. pardon, j'ai avancé trop vite. Je reviens. Le prochain, le cryptomancien. Absorption de savoir, création de parchemin, déchaînement de plumes, la plume dans le sens, la plume de l'écriture, le verbe difficile, le verbe facile, un pont, ok, on peut pousser, et rune explosive. Donc là, on est vraiment dans un magicien, on le voit, qui est dans l'écriture, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle le cryptomancien. On va avoir, là, en termes de type de jeu, on voit, il y a de nouvelles choses qui apparaissent, il y a toujours la possibilité d'envoyer des malus, il y a des choses qui se passent hors jeu, donc vous le verrez, il y a certains sorts qui se font hors jeu, typiquement absorption de savoir, ça se fait hors jeu. Si je dis pas de bêtises, c'est à la fin de la partie, mais je le détaille à un moment donné, mais absorption de savoir, c'est à la fin de la partie, on lance un dé, effectivement, et on voit si on gagne un peu plus d'expérience ou pas, et je vous rappelle que c'est important l'expérience, c'est ce qui fait évoluer votre mage entre les parties. Donc ça peut effectivement valoir le coup. On va pouvoir créer des parchemins, on va pouvoir rendre des sorts plus faciles ou des sorts plus difficiles. Enfin, bref, on a cette interaction ici. Donc des choses hors jeu, on a un peu d'offensif, notamment avec la rune explosive, qui a un champ d'action, si on passe à côté, ça nous pète à la tête, pour pas dire autrement.
On va pouvoir un petit peu envoyer des buffs, donc on peut envoyer des bonus à nos amis et un petit peu d'utilitaire. Donc lui, il fait quand même pas mal de choses, avec principalement de la distance. Voilà, ok, il y a un peu de hors-jeu et un peu de zone. Donc on est sur quelque chose qui est un petit peu clé à molette, un petit peu couteau suisse, hein, il fait beaucoup de choses, mais on n'est pas sur de l'interaction comme tout à l'heure avec ce qu'on a pu voir sur le cryptomancien. Je crois que j'ai jamais trop joué sur le chronomancien. Je crois que j'ai jamais trop joué crypto. On a fait quelques parties. Olivier, t'avais déjà joué crypto toi ou pas? Je crois pas. Non, il me semble pas, non. Non, je crois pas non plus. Denis ou ceux qui ont déjà fait du Frost? J'ai pas joué cryptomancien, Ouais, par non. contre, quelques sorts de cryptomancie, ça fait toujours du bien. Oui. Ouais, je crois que j'avais pris Absorption de savoir, moi. Alors ça Mais fait ça- vraiment du bien à la fin de la partie. Ça c'est clair. Mhm. L'XP qui C'est est un- gagné ici, elle est super. Mais c'est encore Euh, plus fort depuis qu'on est capé avec un nombre d'XP maximum par Oui. partie. Oui, Ah, c'est ce que j'allais dire. Du Ça, sort c'est pas plus mal. augmente malgré la limite. Et pont, c'est rigolo, hein, ça fait un pont entre deux bâtiments, etc. Ça fait une surface dans les airs sur laquelle on peut se déplacer, c'est pas mal. Le suivant, j'ai nommé le devin. Conscience, contrôle de l'esprit, œil du mage. Mon dieu, mon némésis, l'œil du mage. Regard véritable, science du combat, secret révélé, suggestion, verrou de l'esprit. On est effectivement dans la divination, on est à fond. Qu'est-ce qu'il a comme type? On va avoir du buff, du contrôle, du hors-jeu, de l'utilitaire, et plutôt à distance. On a aussi du hors-jeu, et surtout, on a du corps à corps et du lanceur. Regardons un petit peu tout ça. Donc l'œil du mage, alors en V2 les petits gars, c'est fini la fête. Hein. L'œil du mage, on arrête de le poser au-dessus du clocher de l'église. Hein, ça c'est terminé. Déjà ça voit plus sur toute la table, ça voit à 24 pouces. Et puis surtout il faut le poser contre un mur. Donc ça c'est un gros changement de la V2. L'œil du mage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sort qui dit en gros, comme il est en train de le faire là, je pose un objet quelque part, et en fait je vais pouvoir lancer mes sorts depuis cet œil. Donc voilà, donc, quand vous aviez un œil du mage qui était posé au milieu de la table de jeu, c'était c'est ça. un peu compliqué, ça faisait un peu mode tourelle, c'était fini. Ah ouais, ça, en duo avec l'éclairé élémentaire, ça faisait gagner des parties. Hein. Ouais, ça c'est très méchant. Donc ça a été un peu nerfé comme on dit. Donc voilà, après il a À des choses... raison. Oui Olivier, vas-y. Non, je disais à raison. Oui, a raison, oui, tout à fait. Après, il a des choses quand même sympathiques. Hein. Science du combat, il va effectivement aider ses copains quand ils vont être au combat. Secret révélé, ça a une intervention sur justement les trésors. Verrou de l'esprit, si je dis pas de bêtises, ça protège contre certains sorts. Je les ai plus tous en tête. Hein. Il y en a, vous voyez bien, il y en a 8 par mage et il y a 10 mages, donc ça fait beaucoup pour tous les connaître. Mais bon. Notre mage suivant est l'élémentaliste. Appel de la tempête, bouclier élémentaire, dispersion de traits, éclair élémentaire, marteau élémentaire, mur, projection élémentaire, sphère de destruction. Moi j'aime bien celui-là. Il est bien celui-là. Oui, quoi. Tu veux un mage qui Ouais, il est bien. Voilà, tu veux un Faut bien mage qu'il y en qui ait lance un. des boules de feu. Tu as un mage qui lance des boules de feu. Bon, là, Jean-Michel Finesque. voilà. Ouais. Là, vous le voyez sur le type. Hein. C'est à moitié offensif et à distance. Je crois que Le sort mur est pas mal. voilà, le message il est Ouais. clair et le sort mur est effectivement très intéressant. Ça va vraiment poser un mur, ça va fabriquer un mur de, je crois, 6 pouces sur 3. Enfin, c'est quelque chose d'assez imposant quand même sur la table. Donc ça fait vraiment du mal, quoi. Et puis on est vraiment sur de l'offensif, quoi. Vous voulez quelque chose qui détruit, c'est ça. On se pose pas de questions. Le prochain, on est C'est sur... très réducteur la définition, hein, je trouve. De quoi? De l'élémentaliste? Oui. Oh, C'est un bourrin. c'est un bourrin. Je suis d'accord, mais c'est réducteur, mais c'est très bien.
Bah non, mais Moi, ça me attends, va. moi, attends, je kiffe jouer bourrin, il n'y a pas de souci, hein. Non mais t'inquiète, hein, y a pas de- c'est aussi, c'était mon perso aussi à la V1. Attends, le kiff de pouvoir se dire, voilà, je fais un mage et je lance des boules de feu, ou je lance des éclairs, ou je lance, Bah voilà, ouais. c'est top, quoi. On est Euh, d'accord. voilà, donc ça c'est quand même cool. Et puis, attends, sphère de destruction, c'est génial. Enchanteur. Animation de golem, bombe arcanique, contrôle de golem, enchantement d'armes, enchantement d'armure, enchantement éternel, force, télékinésie. Type de jeu, on est sur du buff et du contrôle, donc on est principalement sur de l'aide. On va avoir un petit peu du hors-jeu, un peu d'offensif, un peu d'utilitaire, principalement à Ouais, distance. Voilà. c'était celui-là que j'avais pris, moi. Alors, pourquoi du hors-jeu? Parce que bah, y a des choses qui se font effectivement avant. L'animation de golem, si je dis pas de bêtises, se fait avant. On définit Mm. si il y a un golem qui arrive dans l'équipe et quel type de golem arrive. On a un petit peu de dégâts avec la bombe arcanique, principalement de l'enchantement, c'est pour ça qu'on le retrouve ici dans le buff. C'est-à-dire qu'on va pouvoir booster son arme, son armure, et voire carrément booster de manière définitive une arme ou une armure avec l'enchantement éternel. Donc ça c'est top. Et puis on a des sorts voilà, de force ou de télékinésie, encore une fois, pour aider. Attention à télékinésie, je crois qu'ils ont rajouté. Je crois qu'ils ont. Il y a. Comment? Ils ont rajouté quelque chose quand on veut faire télékinésie sur les trésors. Ah non, c'est dans un scénario, pardon, c'est dans un scénario. Ça y est, j'ai remis mes idées en place. Oui, parce que la télékinésie, Euh, c'est bien pénible pour les trésors pour te les ramener à oui, toi. Ça, voilà. Et je en me fait, souviens très bien de trucs à la con comme ça. il y a dans certains scénarios, ils précisent bien que justement, quand tu fais télékinésie sur un trésor, il peut se passer des choses. Donc soyez vigilants et lisez bien les scénarios parce que il peut y avoir des incidences avec ce sort-là. Donc voilà, donc vous voyez encore un magicien où on va préparer ici notre partie avant de se lancer sur le terrain. Notre prochain joueur est un... Candidat. Notre prochain candidat, merci, je cherchais exactement. Notre prochain candidat est une candidate, non, pas du tout. Notre prochain candidat est illusionniste. Alors, beauté, ciment, invisibilité, luminescence, richesse illusoire, soldat illusoire, téléportation, transposition. Franchement, en refaisant ces fiches-là, on sent bien quand même l'appartenance de chacune des écoles. Je trouvais que c'était bien, bien défini. Alors, on est sur quel type? On est plutôt sur du contrôle et de l'utilitaire, un petit peu de buff et de debuff et un petit peu de défensif. Ok, principalement à distance, mais pour moitié, puisque le reste se fait au toucher ou carrément sur lui-même. Effectivement, que ce soit beauté, ciment, etc., c'est des choses qu'il va devoir lancer sur lui ou sur des amis, sur ses copains, pour justement être plus difficile à toucher. Luminescence, c'est l'inverse, on va rendre beaucoup plus brillant un ennemi, et on va pouvoir le toucher plus facilement. Puis après, il y a carrément des illusions, on est chez l'illusionniste, hein. Donc il va, euh, il va croire qu'il y a des richesses alors qu'il n'y en a pas, il va se passer des choses alors qu'il n'y en a pas. Oh, pardon, j'ai bougé. Donc voilà, ça peut être rigolo, mais surtout ça peut être bien casse-pied dans certains cas. Ça c'est pour moi le mage un peu casse-pied. Téléportation, je suis là, je suis plus là. L'invocateur. Alors, arpenteur d'univers, déchireur astral, diablotin, invocation démoniaque, lien démoniaque, j'ai refait une faute d'orthographe, nuée d'insectes, possession, saut. Pratiquement que du contrôle. Donc là, on est déjà sur un type de jeu où voilà, faut être Baston. habitué. Voilà, c'est un petit peu déjà, faut avoir un petit peu de bouteille pour commencer à aller là-dessus. Du débuff, de l'offensif et de l'utilitaire. Notamment, j'ai mis utilitaire avec le saut, principalement à distance.
Un petit peu de cac est sur lui. On a un tout petit peu d'offensif au travers de la déchirure astrale. Et le reste principalement c'est du contrôle parce qu'il va justement faire apparaître son diablotin, il va invoquer des démons, il va contrôler des démons. J'ai fait 2 fois la faute, hein. Invocation démoniaque, Fabrice, et lien démoniaque, Fabrice. Mais Monique, t'es pas loin, c'est pour ça. Invocation démonique. Euh, Quelle Monique? ouais, c'est ça. Ça, C'est ça, la exactement. grande question. Alors, ça peut être aussi assez situationnel, parce que si vous avez des scénarios où il peut apparaître des démons, lui, il va se faire juste plaisir, parce qu'il va pouvoir les contrôler. Inversement, s'il n'y a pas de démons sur la table, voilà, il va pouvoir peut-être appeler les Et siens. Oui. comment ça se passe en combat miroir du coup? Je pense qu'il peut contrôler les démons invoqués par l'autre en face. Il y a une notion de résistance et de jet de résistance, Ok. de volonté. Mm. Donc, oui, ça peut être rigolo de. Toi, tu vas à gauche, non, tu vas à droite, non, tu vas à gauche, non, tu vas à droite. Ouais, voilà. Bon, 2 invocateurs face à face, oui, ça peut être rigolo, remarque, hein. Ça peut être rigolo. Alors, prochain candidat, le nécromant. Ah, si je dis pas de bêtises, le mage préféré de Laurent. C'est ce que j'allais te dire, ouais. J'ai changé de mage. Ah bah non, on est déçus là. Tu vas partir sur quoi, Laurent? Élémentaliste. Ah, ok. Ah, d'accord. Alors, le nécromant. Crâne animé, contrôle des morts vivants, incantation de zombies, les eaux de la terre, mange-mort, mort subite, très osseux, vol de vie. Mon Dieu, mais oui, hein, pas trop de vie là-dedans. On est sur de l'offensif et du contrôle, et à distance, pratiquement majoritairement, sauf je crois c'est le vol de vie qui se fait... non, même pas. Lequel se fait au toucher, je sais plus, j'ai un trou. On est quand même sur majoritairement de l'offensif, hein. On n'est pas là pour rigoler, hein. La nécromancie c'est pas fait pour ça. Et on va pouvoir effectivement contrôler et invoquer des zombies qui vont aussi venir compléter notre bande. Le suivant, le sorcier. Et alors le sorcier, il faut pas se fier forcément des fois au son nom parce que on pourrait imaginer autre chose, mais le sorcier, donc il fait bourbier, brouillard, concoction, je vais y arriver, c'est facile, 2 potions, contrôle d'animal, familier, malédiction, trait empoisonné, invocation d'animal. Donc on est principalement sur du debuff, donc du malus, et principalement hors jeu, pour une grosse partie, avec un tout petit peu de contrôle et un tout petit peu d'offensif. Principalement à distance, et il y a une grosse partie hors jeu. Tout simplement parce qu'il y a la concoction de potions, je vais y arriver, décidément, qui se fait hors jeu. Le contrôle animal, l'invocation d'animal se fait hors jeu. Le familier, si j'ai pas de bêtises, il se fait hors jeu. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. Après, il y a effectivement du debuff parce que bourbier et brouillard, ça va embêter les gens. Bourbier, ça va les ralentir. Brouillard, ça va les empêcher de mieux tirer, etc. En plus, quand on est dedans, c'est un peu la misère. Donc voilà, donc encore un type de jeu un petit peu différent, mais on le voit dans la richesse de l'univers, on a quand même plein de choses qui sont à notre disposition pour se faire plaisir. Et enfin, oui. Juste un truc pour noter par rapport à l'invocation d'animal, je Oui. crois que elle se fait en surplus Oui, des c'est de la team. oui, c'est précisé À aussi la, dans ouais, le sort, elle ne compte pas pour la limite de ouais, à la personnages. différence de l'animation des golems. Exactement. Dans la limite que l'on peut avoir sur la création de notre bande. Et enfin, et le dernier, le thaumaturge. Alors vous avez vu, hein, j'ai essayé d'avoir à chaque fois des illustrations qui sont des illustrations Adéquates. officielles. Ça a été difficile de trouver, mais voilà. Donc le thaumaturge, bannissement, bouclier, cercle de protection, destruction des morts, dissipation, guérison miraculeuse, lumière aveuglante, soin. Moi j'appelle pas ça un thaumaturge, j'appelle ça un paladin, ou un clerc. C'est vrai, ça ressemble hein, quand même. C'est Paladin, ouais. c'est la seule liste où il y a soin. Oh punaise, c'est vrai. Les C'est vrai. guérisons miraculeuses et autres, hein.
C'est la seule liste où il y a soin, les amis. Voilà. Ah, le nécromant fait du vol de vie, Oui, oui, je suis d'accord. J'allais dire, le nécromant fait du vol de vie, le sorcier peut faire mais des il le fait sur potions, lui-même. l'autre peut faire des parchemins. Enfin voilà. Mais voilà, il y a effectivement des moyens de regagner des points de vie, mais Mais là, c'est le soin, c'est sur autrui. le soin, c'est sur autrui. Exactement. Ouais. Donc, Ça, c'est puissant. Quand même. vous l'aurez compris, celui-là, il est fait pour du défensif à distance. Il y a un peu d'offensif quand même, hein, destruction des morts vivants, dissipation, enfin ce genre de choses. Lumière aveuglante aussi, ça fait pas du bien. Mais voilà. Donc on est effectivement sur de la défense et du support, c'est bien. Voilà, Thaumaturge. Donc on vient de passer en revue l'ensemble des mages. Bref, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Surtout que ça c'est l'essor de leurs écoles. Après, ben, on va chercher dans les écoles qui sont autour de nous ce qu'on a besoin pour pouvoir compléter tout ça. Ça va jusque-là? En fait, dans ce jeu, ce qui est bien, c'est que pour les magiciens, je pense que c'est surtout le choix du magicien et ton feeling par rapport au sort de base qu'il a, Oui. évidemment, hein, parmi ses 8 sorts. Mais ne pas oublier de croiser justement avec les écoles neutres et enfin, Aligné, ouais. pas opposées, ouais, alignées, qui effectivement permet d'aller te piocher. Donc en fait, il faut vraiment passer du temps à trouver déjà le magicien de ton feeling par rapport à ce que tu veux faire sur une action de jeu et voir derrière les sorts intéressants dans les autres écoles, pas Oui, pour forcément les compléter. plus puissants, mais les trucs pour les passer, vu que comme tu l'as expliqué au départ, tu as des malus qui sont de plus en plus importants en fonction de l'éloignement de ton école. Mais c'est là le truc, donc il faut vraiment passer du temps là-dessus, quoi. Je pense que c'est le plus important pour te faire une bande, c'est vraiment de trouver voilà, l'adéquation de ton match principal et des petits trucs à côté sympas, quoi. Donc c'est clair qu'il faut passer du temps à lire un peu les sorts, les trucs qui sont marrants, enfin, que chaque personne trouve marrant, et ensuite de trouver l'adéquation. Parce que, bon, tu vas, je pense, le faire après pour tous les autres types de personnages, mais ça joue énormément sur l'association de ta bande, sur le Oui, reste tout à aussi. fait. C'est. Ouais, moi, je vais tout cramer. Ouais. Alors, moi, je vais prendre. Je vais prendre élémentaliste et puis je prends après le nécromant, le machin. Alors, attention parce que dans le tableau que je vous ai montré, on peut pas faire ce qu'on veut, hein. Bien sûr, bien sûr, Si... bien sûr. Donc, en fonction des écoles, forcément, il y a des choses qui nous sont vraiment opposées, qui nous sont interdites. Mais il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Alors, Et en plus, le niveau des sorts a augmenté par rapport à la oui, V1. ah bah ça, oui. Ça, j'ai pas vu encore, En ouais. fait, l'objectif Pas le ici, c'est détail. pas d'aborder vraiment dans tout le détail la différence entre la V1 et la V2. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de vous préparer pour le 11 et puis de fournir un peu voilà, d'informations aux personnes qui nous suivent. Donc du coup, le thaumaturge le mage et son apprenti auront la même liste. Donc j'ai pas du coup refait de choses sur l'apprenti puisque ça sera la même chose. En revanche, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le jeu? Donc, on va voir un petit peu maintenant les actions. Chaque figurine, elle peut faire 2 actions. Si elle en fait 2, il y en a forcément une qui doit être un mouvement. J'ai mis un astérix, c'est pas pour rien, je vous explique après pourquoi. Et l'ordre des actions n'a pas d'importance. De fait, on pourra tirer et se déplacer, etc. Les actions possibles. Alors j'en ai mis, je crois que je dois être bon, mais voilà, on peut se déplacer, on peut sauter, on peut se laisser tomber, c'est-à-dire chuter. On peut nager, même si on le voit très rarement, mais dans le jeu, on peut nager. Même si on est dans une zone de froid, on peut traverser une rivière. On peut combattre, on peut tirer, on peut recharger si jamais on est une arbalète, et on peut lancer un sort. Alors, comme on a dit qu'on avait 2 actions, du coup on peut se déplacer et tirer, on peut tirer et se déplacer, ou on peut se déplacer 2 fois, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? C'est pas grave. Mais si on se déplace 2 fois, donc si on fait un double mouvement, le second se fait à la moitié de la capacité de mouvement. Donc, exemple, si ma capacité de mouvement qui est exprimée via la lettre M, elle est de 6, ben je peux bouger de 9, puisque 6 plus la moitié c'est 3, donc 6 plus 3, 9. Mais dans le jeu, je pourrais effectivement faire que du déplacement
dans mon tour, c'est possible. Alors, pourquoi j'ai mis un petit astérix dans l'une des deux doit être un mouvement? Parce qu'il y a une exception pour l'arbalétrier. L'arbalétrier il peut remplacer son mouvement qui est obligatoire pour recharger son arbalète. Ce qui veut dire que lui, il peut recharger et tirer. Ou tirer et recharger. Bien sûr, dans ce cas-là, il ne se déplacera pas. Il ne faut pas pousser quand même. Mais du coup, on peut en faire une espèce de tourelle de l'arbalétrier. Donc méfiez-vous de lui parce qu'à chaque tour, il peut vous envoyer un carreau dans la tête. Surtout si l'autre il fait 20 ou D, n'est-ce pas Olivier? Même pas vrai. Message subliminal. Voilà, ça c'était pour l'exception. On a ensuite de nouvelles notions qui arrivent avec cette V2. Je vais quand même aborder un petit peu ces sujets-là. Dans un premier temps, le coût de recrutement qui est abordé pages 20 et 22, qui a été modifié. Il y a certains archétypes qui sont devenus gratuits, notamment le brigand et le voleur, mais votre budget il est aussi moins élevé. C'est-à-dire que maintenant votre budget il est plus de 500 couronnes mais de 400. Donc on a moins de sous, mais on a des figurines qui sont devenues, enfin on a des archétypes qui sont devenus gratuits. Donc ça, Peut-être dire aussi le nombre de joueurs maximum d'une bande. oui, je viens dessus un 10. petit peu après, mais c'est 10, ouais. Ah, pardon, excuse-moi. Non, pas de souci, mais c'est 10, voilà. Voilà. On peut avoir effectivement 10 membres dans son groupe. On a une nouvelle notion également qui est d'étaler. Alors je dis une nouvelle notion parce qu'en fait je me suis pas rendu compte que... Enfin je l'ai découvert dans la V2 et en y réfléchissant, je crois pas que c'était dans la V1. Mais bon. Après Denis ou François, enfin dites-moi si je me trompe, mais pour moi d'étaler c'est une nouvelle... Ouais, ça me dit rien. Un nouveau Non, principe. Non, ça me dit rien non plus. Ouais. En gros, donc la figurine elle peut se déplacer de 3 pouces en ignorant toutes les pénalités de mouvement, mais elle a fini son tour. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'avais lu celui-là. Ouais. Donc, en gros, si tu es au bout de ta life, pour pas dire autrement, mais que tu veux quand même te cacher derrière un mur parce qu'il te reste un point de vie et que tu es en train de tirer un trésor et que t'en peux plus et machin et que tu peux plus rien faire, eh ben, tu peux quand même faire 3 pouces de déplacement, mais tu feras rien d'autre. Donc ça, Ouais. notion Surtout, importante ce qui est parce que... important, c'est que t'as pas de pénalité de mouvement. Exactement, t'as pas de Parce que pénalité t'as de des mouvement. sorts à la con qui Exactement. c'est comme pas possible, mais t'as pas de pénalité de mouvement. Donc Et tu c'est feras ça, rien d'autre, mais tu feras quand Mm. même tes 3 pouces. Et ça, Mm. parce que il y a des moments quand tu te prends des pénalités de mouvement qui font ah t'as mouvement divisé par 2, et puis mouvement encore divisé par 2, et puis t'es dans le brouillard, et puis machin, Ouais, c'est ça. et puis t'es surchargé, et puis machin, et du coup tu dis ah ouais mais en fait je peux bouger que de 2 en fait. Donc voilà. Ou pas. Ou pas, ou voir ou pas. Donc tu peux quand même détaler, mais tu feras que ça. Mais à mon avis, ça peut sauver des situations complexes. Autre, autre règle, et celle-là franchement elle me fait plaisir, la ligne de vue qui est abordée donc page 40 et page 74, je vous ai mis les liens, enfin les pages, c'est 24 pouces maximum, donc quand vous lisez ligne de vue ou quand on parle de la ligne de vue, c'est de toute façon maximum 24 pouces et c'est pas toute la table. Il y a une règle optionnelle, mais pour le 11, je pense que je vais la mettre, je vais l'activer. C'est la notion d'être blessé. Si la santé d'une figurine est réduite à 4 ou moins, une seule action est possible, et il y a -2 à tous les mouvements. Mort-vivant et golem ne peuvent pas être blessés. Ah bon? Ça saigne pas un mort-vivant? C'est mieux plus. Donc, pourquoi je suis presque sûr que je vais l'activer pour le 11, parce que en fait, en mettant ça en place, ça donne encore plus d'importance au détalé. Vu qu'on n'a plus qu'une seule action et que si jamais son action elle est réduite en termes de déplacement, bah, du coup, ça donne tout son sens à la partie détalée. Donc moi, je trouve que ça va bien ensemble. Autre élément, encombré. Une figurine ne peut transporter qu'un seul trésor et son mouvement est réduit de moitié. Ça, ok. Et c'est pire si en plus elle est équipée d'un bouclier, d'une arme lourde, d'un bâton, d'un arc ou d'une arbalète. Elle devient encombrée et elle a -1 à toutes les caractéristiques de combat. Ce qui n'était pas le cas Oui, avant. Non. ça remet les brigands
Voilà, et c'est pour ça Ça que remet du les coup, brigands sur le devant de la scène, quoi. voilà, je trouve que ça Ça rééquilibre remet pas les mal. petits salopios Mm. Je Les trouve que, dans voleurs la et cour. brigands. voilà, Exactement. ça je trouve que Voleurs, c'est brigands. bien. Les trucs en papier crépon. Voilà. Ça je Et trouve les que voleurs c'est... qui sont gratuits en plus. Oui, Et ben parce que Oui. voilà, dans cette nouvelle version, ils sont tous gratuits, quoi. Donc c'est ça qui est rigolo, quoi. voilà, on le voit après, hein, je vous montrerai les coups sur la bande, mais ça donne plein de sens justement aux petits qui vont comme ça aller fuiner, aller chercher. Vas-y, va chercher le trésor, machin, ils vont y aller, mais en fait ils vont être en carton mâché, pour pas dire autrement. Mais fini, les gros bourrins qui venaient, soit avec l'arme à deux mains ou armure, Et qui se bouclier, posaient. machin et tout, et qui arrivaient, ils disaient vas-y, tape-moi, j'ai même pas mal, et puis ils partaient avec le trésor et ils traversaient toute la table. Donc, Ah, mais ils et sont puis tu lents, pouvais ils leur sont tirer dessus lents. et c'était fini, t'arrivais jamais à les rattraper. Donc ça c'est bien, ça va redonner aussi beaucoup plus de sens. Alors justement, quand on construit la bande, et je suis content que vous m'ayez dit combien on en met parce que C'est j'ai 10. oublié de J'ai noter repris le truc. combien on en mettait. On en met 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. Alors 1, sur le 2, site de 3, toute façon 4, 5, sur le 6, site 7. de Tomahawk, on a la fiche de construction de la bande. Donc Ouais, ouais. voilà, avec le En nombre de fait, c'est cases. 10 c'est 10 personnages avec le mage et l'apprenti. Donc en fait, c'est 8 accompagnants. Oui, à À concurrence de ton noter argent. que. À concurrence de ton Ouais. argent. Oui, Voilà. voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que les brigands et les voleurs sont gratuits maintenant, alors qu'ils étaient payants à l'époque. C'est ça. Et là, en fait, bref, vous ferez vos listes comme vous voulez, mais Voilà. tu t'en mets quelques-uns payants, mais tout le reste, tu le mets gratos, quoi. C'est ça Voilà. qui va Garder tout deux gâter. slots quand même. Pardon? Garder deux slots en plus parce que si on compte bien avec l'invocation d'animal qui se fait avant le Ah oui, match, Ah si bah t'as si des t'as de choses comme ça. l'invoque. Ouais, alors ça, et s'il y a encore le chenil dans les bâtiments, tu peux partir aussi avec un chien de guerre en plus. Donc ouais, tu peux tout aller à fait. jusqu'à 12 personnages. Mais si je me permets pour compléter, c'est que la première partie, de toute façon, tu te les blindes, et ensuite, si je me souviens bien, tu peux quand même changer ta bande. Mhm. Ah, tu peux changer ta bande, tu peux même changer de repère entre parties, hein. Oui, Mais aussi. le chien et l'invocation animale viennent en plus Oui, des 10 oui, tout à personnages, fait. En quoi. fait, il faut bien lire effectivement les sorts Mm, parce il y a des invoques qui ne comptent pas dans la liste et il y a des c'est invoques qui ça, comptent dans la liste. c'est ça. Donc, et qui vont venir justement gréver votre limite de soldats. Donc là, je vous ai raffiché, donc ça c'est la seule chose que j'ai issue du bouquin. Ça vous permettra effectivement de constituer votre liste. On voit que, ok, on a moins d'argent puisqu'on a 400 couronnes. Il faut enrôler l'apprenti, ça reste toujours pareil, et ça coûte 100. Faudrait être fou pour Oui, il ne te reste pas prendre 300 couronnes d'apprenti. pour Voilà, il constituer te ta reste liste. 300 pour constituer ta bande, faudrait être fou pour partir sans apprenti, mais c'est faisable. C'est faisable, hein. On peut partir qu'avec le mage, on n'est pas obligé. Euh, Ensuite, en termes de caractéristiques, ce qu'on voit au-dessus, donc mouvement, c'est une distance en pouces dont peut se déplacer la figurine. Donc quand on voit mouvement ici le brigand 6, ben, il se déplace de 6 pouces. Et dans Pour le ton jeu, on premier peut mouvement et mesurer, 3 pouces sur le deuxième. voilà, et donc on peut mesurer n'importe quand, on peut faire tout ce que l'on veut. La partie combat, donc c'est un bonus qui s'ajoute au dé de 20 lors des corps à corps ou pour esquiver un tir. Je reviendrai après dans les échanges, mais typiquement, si je vais au combat, je lance mon dé de 20 et je rajoute le bonus que j'ai ici. Donc on voit tout de suite qu'un homme d'armes, ben, c'est dé de 20 plus 3. Donc ok, ça coûte 75, mais là on est sur un mec qui est voilà, avec un bouclier et une armure légère. Et donc celui-là, quand il prend un trésor, eh ben, il prend cher. Hein, faut pas pousser. Ensuite, tir, bah, c'est le bonus pour tirer une flèche ou un carreau. Et certains sorts. Il y a des sorts où, même chose dans la description, vous verrez que c'est marqué s'effectue comme un tir à distance, et donc du coup on reprend le bonus de tir. L'armure, bah, c'est la protection que l'on devra traverser pour infliger des dégâts. Donc, encore une fois, si je prends l'homme d'arme, bah, voilà, une armure de 12 en opposition à 10 pour le brigand. La volonté, la résistance au sort, et j'aurais dû mettre en fonction du sort, parce qu'il y a des sorts auxquels malheureusement bah, on ne peut pas résister. Et la santé, bah, c'est les points de vie. Donc tout à l'heure, voilà, là on a 10 points de vie. C'est vrai que j'ai pas mis les points de vie du mage, etc. Mais
10 points de vie, quand vous commencez à prendre des coups de 2, 3, 4, 5, et puis que vous vous retrouvez, vous avez pris une mandale et vous êtes mi-vie, ça peut vite faire mal, quoi. Ça peut vite faire mal. Point de vie du mage, c'est 14, et donc l'apprenti, c'est 12. Ouais, c'est 12, ouais, c'est ça. Je vous l'ai remis en plus grand, au cas où. Voilà, comme ça vous pourrez faire vos choix. Ensuite, l'ordre d'activation. Comment ça marche? On a vu qu'il y avait le mage, son apprenti, qu'on pouvait faire plein de choses, on a constitué notre équipe. Maintenant, comment est-ce qu'on active tout ça? On va avoir deux équipes qui vont s'opposer. Voilà comment ça fonctionne. On va d'abord avoir le tour des mages, plus 3 soldats, j'y reviens après. Ensuite, on aura le tour des apprentis, c'est-à-dire que l'équipe 1 va jouer son mage, l'équipe 2 va jouer son mage, ensuite l'équipe 1 va jouer son apprenti, l'équipe 2 va jouer son apprenti, l'équipe 1 va jouer ses soldats, 3, 4, 5, enfin voilà, va jouer ses soldats, et l'équipe 2 va jouer ses soldats, et enfin ça sera les créatures. C'est le mage plus 3 soldats, et il y a un point d'interrogation, c'est une possibilité, c'est-à-dire que l'on peut activer son mage avec 3 soldats qui sont en ligne de vue et qui sont à 3 pouces autour de lui. Et ça peut vraiment changer la vie, puisque du coup, on peut emmener une partie de l'équipe avec soi. Et l'apprenti peut faire pareil. Donc, comment est-ce que ça va se traduire dans les faits? Si j'avance un petit peu. Activation, les activations et les actions de groupe. On imagine que j'ai d'abord mon tour de mage et le tour des apprentis. Donc là, j'ai simulé que j'avais un mage, un apprenti, vous avez vu, hein, j'ai fait des choses et des soldats. Et là, j'ai une créature incontrôlée. Là, j'ai un mur. On a reconnu hein, ici le mur, trop bien fait. Bravo, franchement, trop bien fait. Vous êtes encore là? Oui. Oui, putain, je vous entendais plus, je me suis dit, ça y est, dorme. Non, mais on te laisse dérouler. Hein. Alors, lors de son activation, le mage et à son tour l'apprenti, ils peuvent activer en même temps que eux 3 soldats à moins de 3 pouces et en ligne de vue. Ce qui veut dire que le mage, je suis à 3 pouces, je peux activer du coup S3 et S2. L'apprenti, lui, toujours à 3 pouces, bah lui, il pourra activer que dalle, puisque en fait le S2, même s'il est à 3 pouces, il n'est pas en ligne de vue. Donc attention quand vous allez faire votre déploiement, et surtout au premier mouvement qui va suivre votre déploiement, puisque ça veut dire que quand vous allez activer votre mage, puisqu'on commence par activer le mage, vous pouvez emmener 3 personnes avec vous. D'accord? Et pas attendre que ça soit le tour des soldats pour jouer. Alors au début ça n'a pas trop d'importance, assez rapidement ça va avoir de l'importance parce que ça va vous permettre de jouer les personnages avant, enfin de jouer les figurines avant. Donc, Alors, pardon? Je sais pas si tu avais dans ton déroulé, il y a une chose très importante. Le mage, tu le joues en premier. Oui. Donc tu es obligé de lui jouer un déplacement, une action ou un autre déplacement. Oui. Par contre, le mage ne peut activer que des figurines qui sont les 3 pouces, mais après ou pas son déplacement. Donc ton mage peut se barrer, parce que tu es obligé de le jouer, avant Oui. d'activer les autres figurines, si je me trompe pas, ou alors Oui. tu me corriges. Mais s'il se retrouve hors de la zone, C'est mort. finalement, c'est mort. Oui, parce qu'en fait Faut on pas oublier regarde, ça. qu'est-ce qui est dans les 3 pouces avant qu'il s'active. C'est-à-dire on Ouais. va pas déplacer le mage Ah, et puis c'est dire avant qu'il s'active ou Ouais, c'est à Ouais, l'activation. c'est avant l'activation. C'est C'est à pas, l'activation. oui, oui, Ouais. c'est au moment où il est, parce que sinon c'est trop facile, c'est tu te déplaces, et puis Il en peut fait, pas faire 6 pouces, ouais. ouais, en gros je m'approche de 6 pouces, et puis bah c'est bon, vous vous activez les gars. Non, 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 c'est au moment de son activation, on regarde qu'est-ce qui est à 3 pouces et qu'est-ce qui est en ligne de vue. Ok. Donc ça c'est bien super cette important. précision que j'avais. Ouais, Grosse justement, ouais. précision, hein, ça. Donc les figurines qui sont ainsi activées peuvent agir dans n'importe quel ordre. Ça c'est important, c'est-à-dire que ok j'active mon mage ici peut activer en même temps S2 et S3, mais c'est pas forcément le mage qui commence. C'est là, ça c'est important, c'est-à-dire que typiquement on pourrait faire des choses du type le mage S2 S3, donc je bouge le mage, je bouge mon soldat 2, je bouge le 3, ou je peux faire je bouge le 2, ou du moins je fais les actions du 2, je fais les actions du 3 et ensuite je bouge le mage. Chaque figurine qui est activée doit réaliser toutes ces actions. Donc en gros, je bouge, si je reprends mon premier ordre, je bouge mon mage, enfin j'active mon mage il fait quoi?
bah, il va peut-être se déplacer et puis lancer un sort, ou lancer un sort et se déplacer. Ensuite, S2, bah, admettons, je sais pas si c'est un arbalétrier, peut-être qu'il va recharger et tirer, ou se déplacer, enfin, voilà. Donc ils peuvent faire, mais dans tous les cas, il faut qu'ils fassent tout. Une fois que la figurine elle est activée, il faut qu'elle fasse tout. À une petite différence près, parce qu'il y a toujours des petites différences. Il est toutefois possible de réaliser ce qu'on appelle une activation dite de groupe. Et ça, c'est une des mécaniques importantes du jeu. Dans tous les cas, tous les mouvements se font en même temps, et puis toutes les figurines font leur deuxième action. Exemple, combattre. Je m'explique. On a toujours notre mage, et il a toujours ses 2 soldats à 3 pouces. On pourrait dire, je fais une action de groupe. Dans ce cas-là, tout le monde va faire mouvement. Donc, tout le monde fait mouvement. Donc premier cas, ok. J'ai fait quoi? Ah non, j'ai fait de la gestion indépendante. Autant pour moi. J'ai plus mon avancement. Je suis perdu. Je suis perdu. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Donc premier cas de figure, gestion indépendante. J'ai mon S2 qui fait un mouvement et qui tire. Donc il fait un mouvement et puis il tire. Parce que c'est un bon chasseur. Le mage, il lance un sort. Et puis il fait un mouvement. Ok. Troisième, lui, il recharge son arbalète et il tire. Là, on est sur de l'action de groupe. Le mage, il a activé et ils font chacun leur truc dans leur coin. Ok. Et puis, bah, malheureusement, le mage, comme il s'est placé, à 3 pouces après lui, c'est la mort. Il n'y aura plus personne au tour d'après. Parce qu'ils se sont tous barrés. Donc attention aux positions du mage. Autre cas de figure, une activation de groupe. Mon S2, il fait un mouvement. Je vous rappelle que dans une activation de groupe, on fait tous le mouvement et on fait tous après une action. Donc ils vont tous faire un mouvement. Donc S2 va faire un mouvement. Qu'est-ce qu'il va faire comme mouvement? Il va aller contre la créature incontrôlée. Le mage, il va faire un mouvement. Il va venir aussi contre la créature incontrôlée. S3, il va faire un mouvement. Et là, on est sur du combat de masse. S2 va attaquer, parce que c'est le plus fort. Et comme il a des copains avec lui, pour chaque copain qui est contre le socle de l'ennemi, il gagne plus 2 de bonus. Ce qui veut dire qu'il a plus 4, parce qu'il y a le mage et il y a S3. Plus 2 ici, plus 2 ici, ce qui veut dire que S2 il fait une attaque à plus 4. Ce qui est juste énorme. Ensuite le mage il fera son attaque normale, et le 3 fera une attaque normale. Ça veut dire que la créature incontrôlée qui est là, elle va se prendre 3 attaques en un round. Et en plus, la première attaque, elle va prendre 4. Donc ça, c'est une grosse mécanique de Frostgrave. D'une part, on a de l'aide quand les copains sont autour de nous ou autour de notre ennemi. Mais ça veut dire qu'en plus, on peut, en termes de stratégie, emmener tout le monde et faire frapper tout le monde. Donc également, faites attention à ça. C'est clair ça? Mhm. Tout le monde qui est sage, hein, qui écoute. Ouais, je vois. Moi, ouais. j'ai tout cramé, je vous ai dit. Pardon? Je revois ton activation individuelle avec le mage. Un truc qui me. J'ai bien compris hein, sur le côté. Il est là, il active. Mais comme il est a priori obligé de bouger en premier. Bon, bref. Vas-y. Il n'y a pas de souci. J'ai un truc comme que je vais regarder de nouveau. Non, pas forcément. Une fois qu'il a activé, on regarde le nombre de soldats qui sont à concurrence de 3 Oui. dans son cercle. Ouais, dans Et son après, réseau, on joue ouais. indépendamment les soldats du magicien. Oui. D'accord, ok. Parce que pour moi, sur ce que j'ai lu de la règle, la nouvelle, hein, l'ancienne, je sais plus, mais la nouvelle, il me semblait qu'il était obligé de se déplacer. Et si jamais il s'éloignait, si tu veux, au-delà de 3, euh, ben, les gars qui étaient autour au départ ne sont pas activés parce qu'il s'est déplacé. C'est Ah bah ça ça c'est... le petit point. Ouais, c'était l'ancienne hein, que j'ai Ça, énoncée, c'était donc l'ancienne. c'était... Ouais. D'accord, ok. Et Donc, sur la nouvelle, petit point que Me je. semble pas. Bon, on J'ai noté en regardera, rouge. on définira ça, À on regardera revoir. ensemble. Pas de Mais souci. là, je Non, mais t'inquiète, pas de réponse pense que c'est maintenant. bon. Mais c'est Ouais, un voilà. petit point à revalider, entre guillemets. Quoi.
Et donc du coup, là le mage dans C3, quand il se réactivera, puisque eux ont déjà été activés, il pourra réactiver au tour d'après, quand on arrivera justement au mage, il pourra réactiver ces deux-là. Bien sûr, une figurine qui a été activée au tour des mages ne se réactive pas pendant le tour du jeu, pendant le tour du joueur. L'attaque contre la défense. En gros, c'est en fonction du type d'attaque, comment est-ce que je vais pouvoir me défendre. Si je suis au corps à corps, la défense, ça va être l'armure. Donc typiquement, si je prends une attaque de corps à corps, l'attaquant, il va lancer son dé de 20 avec son bonus C, qui est son bonus de combat, plus peut-être des bonus si jamais il a des copains. Donc il va faire dé de 20 plus sa compétence de combat, plus ses bonus, contre la défense d'en face, c'est-à-dire le dé de 20, et je sais pas, le C, c'est... Pourquoi j'ai mis dé de 20 plus C? Je suis fou, moi. Ah non, non, Combat. non, non, autant pour moi. Donc il fait ça, dé de 20 plus C, effectivement, pour la défense. On lance les... On fait ces deux jets, c'est vraiment le soir, je suis vraiment fatigué. Donc l'attaquant fait son jet, on regarde combien il fait, le défenseur fait son jet, on regarde combien il fait. Le plus grand score gagne le duel. D'abord, il y a un duel, entre guillemets, au dé. Le plus grand gagne le duel. Si c'est l'attaquant qui gagne, eh bien, on fait tout simplement le résultat de l'attaquant moins l'armure, donc en A, du défenseur, et ça fait les dégâts subis. Donc, reprenons un exemple, on est sur un cas hyper critique, l'attaquant il fait 15, il a plus 3, ça fait 18, il a deux copains au CAC, ça le mène à 22. Le mec d'en face, il rate sa défense parce qu'il va faire, je sais pas moi, 12 ou 13. Donc l'attaquant a gagné, il a fait 22. En face, on a quelqu'un qui a 10 points d'armure, ça fait 12 points de dégâts. 12 points de dégâts, le gars peut être mort. Il a pris un coup. C'est des choses qui se voient. On peut vite comprendre qu'en se prenant une mandale, t'arrives mi-vie. C'est surtout ça que je veux dire. C'est tout ça que je veux dire. Voilà pour la partie corps à corps. Pour le tir, c'est du tir et c'est de l'esquive. Donc là, le tir. Celui qui tire, le bon chasseur, il fait son dé de 20 plus sa valeur de tir, donc T, moins des malus. Et en face, on a son dé de 20 avec sa valeur de combat. C'est là-dessus qu'on est basé pour esquiver. Plus des bonus. Pourquoi des malus et des bonus? Eh bien tout simplement, si tu t'es déplacé et que en plus tu veux tirer, tu as un malus. Et pourquoi il y aurait des bonus de l'autre côté? Parce que si tu es contre un bâtiment, tu vas avoir des couverts qui vont être plus ou moins importants. Donc tout ça est détaillé encore une fois dans les règles, mais dans tous les cas, quand il y a un tir, il y a des malus d'un côté, des bonus de l'autre. Même chose, on regarde, le plus grand gagne. Si jamais c'est l'attaquant qui passe, même chose, on regarde le résultat, ça traverse l'armure du défenseur, on subit les dégâts. Sinon l'autre, il a fait Matrix et puis il a esquivé la flèche ou le carreau. Et enfin, un sort. Alors le sort, attention, parce que le sort c'est le dé de 20 plus la valeur de volonté du magicien. Et là, on regarde si le sort il est exécuté ou pas. Encore une fois, si on rate son sort, on peut se prendre des dégâts. Donc là, attention à la table des échecs de sort. Et la défense, s'il y a lieu, ça c'est précisé aussi dans le sort, la défense, c'est le dé de 20 plus volonté du défenseur. Ça va jusque-là? J'ai deux petites questions. Vas-y. Alors, la première, ça concerne le corps à corps. Il me semble que dans la V1, je sais pas si on gardait ça dans la V2, il me semble que dans la V1, si le défenseur faisait plus que l'attaquant, les points de dégâts étaient renvoyés à l'attaquant. J'ai pas lu de choses qui bien sûr. changent ça. En contre-attaque? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que les dégâts étaient faits, attaquant et défenseur étaient en fait une convention pour dire l'attaquant c'est celui qui joue pendant son tour, quoi. Mais Tout à du fait. coup, si le défenseur Et en fait fait- 20 et puis que l'attaquant fait 5, En le fait, défenseur qui donne c'est le sur l'échange. c'est le résultat du combat. C'est le résultat du combat. Que tu sois attaquant ou défenseur, c'est celui qui fait le plus haut qui Oui, l'emporte. oui, qui se voilà. passe. C'est-à-dire que moi, j'ai fait effectivement cette notion de j'attaque, je défends, donc pour savoir qui est à l'initiative du combat. Mais dans tous les cas, effectivement, après, c'est le plus grand qui gagne le duel. Exactement.
C'est ça, et qui peut en Et fait du en coup, gros pendant son tour de jeu, on peut parfaitement se foirer, exactement. attaquer Exactement. Ah ouais, une ouais, ouais. figurine adverse et prendre cher en retour, quoi, Exactement. Exactement. en Exactement. corps à corps. Ouais, c'est juste Ok. qu'effectivement, là, dans l'ordre, c'est plutôt celui qui est à l'initiative du combat et celui qui va plutôt Mm. bah, le prendre. Mais oui, oui, C'est surtout au pour corps ça, à corps. Oui, par rapport à ce qu'il a expliqué avant, c'est ça l'avantage quand tu es attaquant, c'est que tu peux ramener d'autres figurines pour faire du soutien. C'est ça, Oui, en c'est fait, ça. Oui, tu fais l'avantage. Parce un que si gros tu fais un assist. 1 contre 1, c'est voilà, c'est basta. Si tu es à 2 contre 1, entre guillemets, défenseur a quand même déjà une espèce de pénalité, puisque l'attaquant aura un bonus supplémentaire par rapport au fait qu'il est accompagné. Voilà, oui, c'est ça. Mm, Donc il faut essayer mm, de pas se retrouver dans la situation où mm. du 1 contre 1, voilà quoi. voilà. Et Enfin, donc, de toute façon, dans Et tous les cas, c'est les dés qui décident, et même à 2 contre 1, tu peux quand même te reprendre une dans la ah tête, oui, 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 même à 2 contre ça, 1, c'est pas de souci, ça peut quoi. se retourner contre nous. Ah oui, tout à fait. Exactement, exactement. Et la deuxième chose, c'était par rapport aux sorts quand ils sont lancés. Je sais pas si tu avais précisé qu'on pouvait cramer des points de vie pour faire passer le sort. Alors, j'en ai Ouais, parlé tout il à l'avait l'heure, dit au départ. mais oui, Ouais, oui, si voilà, d'accord, effectivement ok. si le sort est raté et qu'il est raté de peu, on peut cramer effectivement, on peut aller taper J'avais, dans ses points de vie pour aller compléter et faire que le sort passe. j'avais Par Alors, dû le contre, louper. Désolé. j'ai une question par rapport à ça. Tu décides quand tu peux rajouter des points par rapport hop, au sort en ah, cramant tes points de vie. Tu le décides par rapport à la règle, hein, je m'entends, hein. Tu le décides au moment où tu lances le sort, ou quand tu as vu le résultat, non, tu te quand tu vois dis, le résultat, parce que c'est là que tu c'est sais quand si tu t'as vois le raté ou résultat. pas. Voilà, Donc d'accord, ok. quand Donc tu quand vois le tu vois le résultat, tu te résultat, dis. tu peux décider, ouais, tu peux décider d'en rajouter ou pas, quoi. Alors, D'accord, ok. ça va même plus loin. Tu peux également cramer des points. C'est marqué dans certains sorts. C'est pour ça que c'est important que vous les lisiez. Vous pouvez même cramer des points pour booster votre sort. C'est-à-dire que même si votre sort il passe, vous pouvez dire je vais Hmm, cramer 3 points de vie. Admettons, j'en sais rien, ouais, il faut faire 10 pour l'augmenter. pour Ouais, l'augmenter, pour qu'en fait, en face, il ait encore plus de mal à résister. Parce qu'en fait, ça va être marqué que enfin que le sort, il peut être résisté et que le niveau de résistance, c'est la valeur de ce que toi t'as fait. Donc admettons, tu fais d'accord. 10, tu lances ton dé, tu fais 10, bon bah ok, 10, et puis tu te dis Mais ce bon, que je veux dire, c'est que la décision, tu la prends une fois que tu as vu le oui, résultat. une fois C'est que tu as ça que vu je le veux dire. résultat. Oui, Tu oui, oui, c'est engages après. pas Non, cette non, solution t'engages pas tes avant points de d'avoir vie lancé le avant. sort, quoi. Ouais, Ouais, t'engages pas voilà, tes c'est points de ça. vie C'est avant. une fois que tu as lancé, tu te dis, ok, soit je le booste, soit je le rattrape. Ouais, En gros, c'est ça. mais pensez D'accord. aussi à Et ça. avant le lancement du jet de sauvegarde aussi. Et avant le lancement du jet de sauvegarde de Mm. la cible. Oui, tout à fait. Ok. D'accord. Mais pensez que vous pouvez effectivement cramer des points de vie à la fois pour rattraper un sort ou pour le booster pour qu'il soit plus dur à résister. Mm. Ça aussi, c'est des fois important. Voilà. J'ai mis ici, j'affiche un document qui est disponible sur le site, qui est en fait la feuille de référence où on retrouve à peu près tout. C'est la feuille de référence qui était déjà comme ça dans la V1. Ça n'a pas changé. Euh, Ils ont changé quelques valeurs, mais sinon on avait déjà ça dans la V1. On retrouve notre tour de jeu. On lance effectivement l'initiative. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais à chaque tour, on lance l'initiative sur notre D20. Le plus grand, c'est celui qui va commencer. J'ai parlé d'équipe 1, équipe 2 tout à l'heure. Ensuite, on va avoir la phase du mage, la phase de l'apprenti, la phase des soldats et la phase des créatures. Vous retrouvez sur cette fiche différents modificateurs en fonction des armes. Et puis des choses justement, alors je crois elle est coupée en bas, hein, mais voilà, quand la ligne de vue elle est obstruée, quand vous vous êtes déplacé, que vous voulez tirer, enfin etc. Donc ça c'est un bon élément à avoir toujours sur soi quand on fait une partie. J'aborde vite fait les 5 scénarios qui seront abordés le 11, vite fait parce que je ne veux pas tout vous spoiler. On va faire le puits des rêves. Le puits des rêves, tu gagnes de l'XP quand tu vas boire au puits. Et il se passe des choses avec les trésors. On jouera également quelque chose qui s'appelle le mausolée, qui nous permettra d'intervenir, enfin de faire intervenir des créatures incontrôlées qui vont sortir du mausolée. Générateur de. Ouais, générateur de squelettes. Ouais. On fera de la bibliothèque, je suis en train de travailler sur plein de décors là-dessus, j'espère que tout sera prêt. Vous allez vous balader dans une bibliothèque qui est immense et qui est faite par un sorcier géant.
où vous devrez aller chercher justement un trésor aussi qui a une particularité. Il est pris dans la glace, donc c'est sympathique. Et dans la bibliothèque, principalement, les trésors sont des parchemins. Le musée vivant, c'est rigolo. À chaque fois qu'on prend un trésor, les trésors sont au pied de statues. Les statues peuvent devenir vivantes, si je dis pas de bêtises. Et enfin, des maisons hantées. On verra ce qui se passe quand on prend des trésors et que, en fait, on pille des maisons. Voilà pour les scénarios. J'en ai fini. Il me reste à vous souhaiter à tous une très très bonne soirée et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.